Il y a des moments qui changent une vie à jamais. Pour Amélie, ce moment arrive le soir de ses 28 ans, quand sa belle-mère lève son verre pour porter un toast humiliant devant tous les invités. Fille d'une concierge courageuse, Amélie a tout sacrifié pour réussir et épouser Édouard Beaumont. Mais derrière le luxe se cache une famille toxique qui la méprise pour ses origines modestes. Pendant 3 ans, elle a enduré les humiliations en silence. Ce soir-là, tout bascule. 3 mots prononcés par sa mère vont faire s'effondrer le château de cartes des Beaumont. Une histoire de dignité, de courage et de renaissance. Bienvenue dans l'histoire d'Amélie. Cette histoire est une œuvre de fiction. Tous les personnages et événements sont imaginaires. Amélie avait 28 ans ce soir-là, assise dans ce restaurant étoilé, entourée de gens en costumes sur mesure et robes de créateur, avec un sourire figé sur son visage qui commençait à lui faire mal aux joues. Les lustres en cristal projetaient une lumière dorée sur les nappes immaculées. Les verres de champagne brillaient comme des diamants liquides. Et tout le monde riait de ces rires polis qui ne montaient jamais vraiment jusqu'aux yeux. C'était sa fête d'anniversaire, celle qu'Édouard avait insisté pour organiser, et pourtant elle se sentait comme une étrangère dans sa propre vie. Mais son histoire ne commençait pas ici, dans ce luxe froid et calculé. Elle commençait dans une petite loge d'immeuble du 16e arrondissement, là où les murs sentaient l'eau de Javel et où le carrelage était toujours impeccablement propre malgré son âge. Sa mère était concierge. Pas femme de ménage, pas technicienne de surface comme on disait maintenant pour adoucir la réalité. Non, concierge. Elle nettoyait les escaliers en marbre, sortait les poubelles des résidents, acceptait leurs colis avec un sourire, même quand ils la traitaient comme si elle était invisible. Et elle élevait Amélie seule depuis que son père les avait abandonnés quand la petite avait 3 ans, partie un matin sans laisser autre chose qu'un mot griffonné et des factures impayées. Amélie se souvenait des mains de sa mère. Toujours rouges, abîmée par les produits d'entretien qu'elle utilisait sans gants parce que les gants coûtaient cher et qu'il y avait toujours quelque chose de plus important à acheter. Les cahiers d'Amélie, ses livres, ses vêtements pour l'école. Les journées de sa mère commençaient à 6 heures du matin et ne finissaient jamais vraiment. Après sa journée dans l'immeuble, elle enchaînait avec un 2e emploi, nettoyant des bureaux jusqu'à 20 heures. Elles dînaient ensemble vers 21 heures, et parfois Amélie voyait sa mère s'endormir sur sa chaise, la fourchette encore à la main, tellement elle était épuisée. Mais jamais, jamais Amélie ne l'avait entendue se plaindre. « Amélie, ma chérie », lui disait-elle en caressant ses cheveux, pendant que la petite faisait ses devoirs sur la table de la loge. La pauvreté n'est pas une honte. La seule honte, c'est de ne pas se battre. Et Amélie s'était battue. Elle était première de sa classe, pas parce qu'elle était plus intelligente que les autres, mais parce qu'elle n'avait pas le choix. Chaque note était pour sa mère, pour justifier ses sacrifices, pour lui prouver que tout ce qu'elle endurait avait un sens. Elle dévorait les livres de la bibliothèque municipale comme si sa vie en dépendait. Peut-être que c'était le cas. Elle rêvait d'une vie meilleure, pas par honte de leurs origines, mais parce qu'elle voulait qu'un jour sa mère puisse enfin se reposer. Les résidents de l'immeuble les regardaient différemment selon leur nature. Certains ne les voyaient même pas, passant devant elles comme si elles étaient du mobilier. D'autres étaient condescendants, laissant des pourboires ridicules à Noël avec un air de grande générosité. Mais il y en avait quelques-uns, une poignée, qui saluaient la mère d'Amélie avec respect, qui demandaient à la petite comment allaient ses études, qui voyaient en elle des êtres humains et pas juste des servantes. Ces gestes simples marquaient profondément la jeune fille. Le flash d'un téléphone portable ramena brutalement Amélie au présent. Édouard était debout à côté d'elle, son iPhone pointé vers sa mère qui venait de se lever, le verre de champagne à la main. Catherine Beaumont, sa belle-mère, souriait de ce sourire glacial qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux grisaciers. Elle portait une robe Chanel marine, ses cheveux blonds impeccablement coiffés, ses ongles manucurés tenant délicatement le cristal. Elle attendait que le silence se fasse autour de la table, savourant déjà son moment. « Je voudrais porter un toast », dit-elle de sa voix claire et posée, celle qu'on apprenait dans les bonnes écoles. Tout le monde se tut. Le cœur d'Amélie battait plus vite. Elle connaissait ce regard. À Amélie, pour ses 28 ans. Catherine marqua une pause. Son sourire s'élargit imperceptiblement. À la fille du concierge qui a réussi à épouser quelqu'un de la haute société. Le silence qui suivit fut assourdissant.
Édouard rit derrière son téléphone, un rire nerveux et complice qui transperça Amélie comme une lame. Il rit tellement qu'il manqua de renverser son propre verre. Autour de la table, les réactions furent variées. Certains invités baissèrent les yeux, gênés, d'autres esquissèrent des sourires embarrassés. Philippe, le beau-père d'Amélie, resta impassible derrière son verre de vin. Diane, sa belle-sœur, la regarda avec une expression horrifiée. Mais Amélie, étrangement, ne baissa plus les yeux. Quelque chose en elle avait changé. Elle regarda sa mère, assise 2 chaises plus loin, dans sa plus belle robe achetée spécialement pour cette soirée. Et dans les yeux de cette femme fatiguée qui avait accepté tant d'humiliations en silence pendant des années, Amélie vit quelque chose de nouveau. Elle vit une lionne qui venait de décider qu'elle en avait assez. 5 ans plus tôt, Amélie avait 23 ans, et la vie était tout autre chose. Une succession de journées épuisantes où elle jonglait entre ses cours à l'école de commerce et son travail de serveuse dans un café branché du Marais. L'un de ces endroits où les étudiants aisés venaient travailler sur leur MacBook en sirotant des cappuccinos à 7 €. Elle était boursière, ce qui signifiait qu'elle avait obtenu sa place grâce à ses notes exceptionnelles et non grâce au carnet d'adresses de ses parents. Et cette différence se ressentait dans chaque interaction avec ses camarades de classe qui parlèrent de leurs vacances aux Maldives pendant qu'elle calculait si elle pouvait se permettre un sandwich ou si elle devait se contenter d'un café pour le déjeuner. C'était un soir de novembre, l'un de ces soirs parisiens où la pluie transforme les rues en miroirs et où les gens se précipitent à l'intérieur en secouant leurs parapluies, que Édouard était entré dans le café pour la première fois. Il avait 26 ans, grand et élégant dans son manteau en laine noire qui sentait l'argent et la qualité, avec ce sourire facile des gens qui n'ont jamais vraiment eu à se battre pour quoi que ce soit. Il venait régulièrement après ce premier soir, s'installait toujours à la même table près de la fenêtre, commandait un café allongé et travaillait sur son ordinateur pendant des heures, levant parfois les yeux pour observer Amélie qui circulait entre les tables avec son plateau. Leur première conversation avait été anodine, des échanges polis sur la météo et la qualité du café, mais peu à peu quelque chose s'était construit entre eux, une complicité qui naissait de regards partagés et de sourires esquissés. Édouard semblait fasciné par elle d'une manière qu'Amélie ne comprenait pas tout à fait. Il lui posait des questions sur ses études, sur ses projets, sur ses rêves, et il écoutait vraiment ses réponses au lieu de simplement attendre son tour de parler comme tant d'autres le faisaient. Elle le trouvait charmant, attentionné, différent des garçons arrogants de son école qui la regardèrent de haut quand ils apprenaient qu'elle était boursière. « Tu es tellement courageuse », lui avait-il dit un soir après avoir appris qu'elle travaillait 30 heures par semaine tout en maintenant une moyenne de 18 sur 20, et elle avait ri, gênée, parce que personne ne lui avait jamais dit qu'elle était courageuse, seulement qu'elle était travailleuse ou obstinée. « Tellement différente des filles superficielles que je connais », avait-il ajouté. Et sur le moment ces mots lui avaient semblé être un compliment, elle n'avait pas encore compris qu'ils contenaient déjà le germe de ce qui viendrait plus tard, cette façon qu'il avait de la mettre dans une catégorie à part, différente, autre. Leur relation avait évolué naturellement, des cafés après son service aux promenades le long de la Seine le dimanche après-midi, et Édouard découvrait peu à peu la réalité de sa vie. Le petit appartement qu'elle partageait avec sa mère, les fins de mois difficiles, les sacrifices quotidiens. Le jour où elle lui avait présenté sa mère, Amélie avait été nerveuse d'une manière qu'elle n'avait jamais connue. Elles avaient nettoyé l'appartement pendant des heures, sa mère avait mis sa plus belle robe, celle qu'elle gardait pour les grandes occasions, et quand Édouard était arrivé avec un bouquet de fleurs et son sourire chaleureux, Amélie avait vu dans les yeux de sa mère un mélange de fierté et d'inquiétude qu'elle n'avait pas su déchiffrer sur le moment. Mais il y avait eu des signes, de petits drapeaux rouges qu'Amélie avait choisi d'ignorer, parce qu'elle était amoureuse et que l'amour rend aveugle aux détails qui dérangent. Les fois où Édouard avait évité de la présenter à certains de ses amis, prétextant qu'ils n'étaient pas intéressants, les remarques subtiles sur son accent parisien populaire qu'elle devrait peut-être travailler pour ses futurs entretiens professionnels, les suggestions délicates concernant sa garde-robe qui manquait de sobriété pour certains restaurants où ils allaient. À chaque fois, il riait après avoir dit ces choses, comme si c'était une blague, comme si ce n'était pas grave, et Amélie ravalait sa fierté en se disant qu'il voulait juste l'aider à réussir. Quand Édouard lui avait demandé sa main sur le pont des Arts, un genou à terre avec une bague qui avait dû coûter plus que ce que sa mère gagnait en 6 mois, Amélie avait pleuré de joie, de soulagement, de cette certitude naïve qu'elle avait réussi, qu'elle allait enfin pouvoir offrir une vie meilleure à sa mère. Il lui avait promis que seul l'amour comptait,
que sa famille finirait par l'adorer, que les différences sociales n'avaient aucune importance dans le monde moderne, et elle avait cru chaque mot parce qu'elle voulait désespérément que ce soit vrai. La première rencontre avec Catherine et Philippe Beaumont avait eu lieu 3 semaines après les fiançailles, dans leur appartement de l'avenue Foch qui ressemblait davantage à un musée qu'à un foyer, avec ses 300 mètres carrés de parquet en chevron, ses moulures dorées au plafond, et ses meubles d'époque disposés avec une précision mathématique qui interdisait toute idée de confort. Catherine avait ouvert la porte elle-même, élégante et froide dans un tailleur crème qui mettait en valeur sa silhouette parfaitement entretenue, ses cheveux blonds relevés en un chignon impeccable, et elle avait regardé Amélie de haut en bas avec un sourire qui ressemblait davantage à une évaluation qu'à un accueil. « Alors c'est vous, Amélie ?» avait-elle dit, pas enchantée, pas bienvenue, juste c'est vous, comme si Amélie était une curiosité qu'on lui avait annoncée et qu'elle venait enfin constater de ses propres yeux. Le dîner qui avait suivi avait été une torture minutieusement orchestrée où chaque question de Catherine était une gifle déguisée en politesse. Elle voulait savoir où travaillait la mère d'Amélie, si elle travaillait toujours dans cet immeuble, comment c'était exactement, et quand Amélie avait répondu avec la dignité que sa mère lui avait apprise, Catherine avait souri de ce sourire qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux, en murmurant que c'était admirable, vraiment admirable, sur un ton qui suggérait exactement le contraire. Philippe, le père d'Édouard, s'était retranché derrière son journal financier et ses conversations sur la bourse, hochant la tête poliment quand on s'adressait à lui, mais ne manifestant aucun intérêt réel pour Amélie, comme si elle était un élément de décor temporaire qu'il n'avait pas besoin de remarquer. Seule Diane, la sœur cadette d'Édouard, avait montré quelque chose qui ressemblait à de la sympathie. Elle observait Amélie avec une curiosité qui semblait dénuée de malice, et plus tard dans la soirée, quand elle s'était retrouvée seule dans la cuisine, pendant qu'Amélie aidait à débarrasser malgré les protestations de Catherine, Diane s'était approchée et avait murmuré tout bas, assez bas pour que personne d'autre n'entende « Ne laisse pas maman te déstabiliser, elle fait ça à tout le... » Monde, c'est sa façon de tester les gens. Ces mots avaient été le premier signe d'une alliance possible dans cet univers hostile, et dans les semaines qui avaient suivi, Diane avait commencé à envoyer des messages discrets à Amélie, de courts textos qui la prévenaient des pièges à venir, qui lui expliquaient les codes non dits de la famille Beaumont, qui créaient entre elles une complicité secrète qui aidait Amélie à naviguer dans ces eaux troubles. Les préparatifs du mariage étaient devenus un champ de bataille feutré, où Catherine imposait chaque décision avec une autorité qui ne souffrait aucune discussion. Elle avait choisi le traiteur, un ami de longue date qui facturait des prix astronomiques, le lieu, un château en Normandie que possédait la famille depuis 3 générations, et même la robe d'Amélie, l'accompagnant chez un créateur prestigieux où elle avait orienté tous les choix avec des commentaires apparemment bienveillants qui étaient en réalité des ordres déguisés. La mère d'Amélie assistait à ces réunions de préparation, toujours discrète, toujours digne, le dos droit malgré les regards condescendants et les remarques à peine voilées, et Amélie voyait dans ses yeux cette inquiétude grandissante qu'elle ne parvenait plus à cacher complètement. Un après-midi, Amélie était arrivée plus tôt que prévu chez les Beaumont pour une énième réunion de préparation, et elle avait surpris une conversation entre Catherine et l'une de ses amies dans le salon. Elle ne l'avait pas entendue entrer, et Catherine disait de sa voix claire et assurée « Cette fille n'est qu'une arriviste, ma chère. Elle a bien joué son jeu, mais Édouard se lassera. Il se lasse toujours quand la nouveauté s'estompe. » Et son amie avait ri, un rire cristallin qui résonnait, encore dans les oreilles d'Amélie des heures plus tard. Elle n'avait rien dit à Édouard de cette conversation. Elle avait gardé cette blessure pour elle-même comme elle gardait tant d'autres choses, et quand elle lui avait fait part de son malaise général avec sa mère, il l'avait prise dans ses bras en lui assurant que Catherine était simplement protectrice, qu'elle finirait par s'habituer, que tout irait bien une fois qu'elles apprendraient à se connaître. Diane continuait ses messages de soutien, partageant ses propres frustrations avec la famille, confiant à Amélie qu'elle aussi cachait des choses à ses parents, qu'elle aussi vivait sous le poids de leurs attentes écrasantes, et peu à peu une véritable amitié naissait entre les deux femmes, une alliance contre la tyrannie douce mais implacable de Catherine Beaumont. Les premiers mois de mariage s'étaient déroulés dans l'appartement qu'Édouard avait acheté avec l'aide financière substantielle de ses parents, un 4 pièces lumineux dans le 15e arrondissement qui aurait dû représenter un nouveau départ, mais qui ressemblait de plus en plus à une cage dorée où Amélie se sentait observée et jugée en permanence.
Elle avait commencé sa carrière dans une entreprise de communication réputée, déterminée à prouver sa valeur par son travail acharné et son talent, et les premiers succès n'avaient dû pas tarder. Ses campagnes étaient créatives et efficaces, ses supérieurs la remarquaient, mais quand elle rentrait le soir pour partager ses victoires avec Édouard, il hochait distraitement la tête en murmurant que c'était bien sans lever les yeux de son téléphone. Les dîners du dimanche chez les Beaumont étaient redevenus un rituel incontournable, une obligation familiale qu'Édouard défendait avec une ferveur qui contrastait étrangement avec son indifférence pour les aspirations professionnelles de sa femme. Catherine présidait ses repas comme une reine tenant sa cour, distribuant compliments et critiques avec la précision d'un chirurgien, et Amélie était invariablement sa cible favorite. Elle commentait la cuisson du rôti qu'Amélie avait apporté en disant qu'il était légèrement trop salé mais que c'était normal puisqu'elle n'avait pas été élevée dans la grande cuisine. Elle évoquait avec nostalgie les talents culinaires de Margot, une ancienne petite amie d'Édouard, issue d'une famille tout à fait convenable, et Édouard souriait en disant « Maman, arrête de taquiner Amélie », sur un ton qui transformait l'humiliation en jeu innocent. La transformation d'Édouard s'opérait lentement mais sûrement, comme une photographie qui se développe et révèle progressivement une image différente de celle qu'on attendait. L'homme charmant et attentionné qu'il avait courtisé disparaissait derrière un mari de plus en plus critique, qui commentait la façon dont elle s'habillait pour les événements professionnels, qui suggérait que son maquillage était un peu trop voyant pour une femme mariée, qui lui rappelait que son rôle principal était à la maison même si elle travaillait autant d'heures que lui. Quand Amélie avait obtenu sa première promotion après seulement 8 mois dans l'entreprise, une reconnaissance éclatante de son talent, Édouard avait froncé les sourcils en disant « Tu vas encore rentrer plus tard alors », sans un mot de félicitation, sans une once de fierté dans la voix. La santé de sa mère commençait à décliner doucement. Rien de grave encore, mais des signes inquiétants que le médecin attribuait à des années de travail épuisant et de sacrifices physiques, et quand Amélie avait suggéré qu'elle pourrait emménager avec eux dans leur spacieux appartement, Catherine avait immédiatement opposé son veto lors du dîner dominical suivant, expliquant avec un sourire compréhensif que c'était dommage, mais qu'il manquait vraiment d'espace pour accueillir quelqu'un de façon permanente, ignorant superbement le fait que 2 des 4 pièces servaient uniquement de dressing et de bureau à Édouard. Philippe avait acquiescé mollement. Édouard n'avait rien dit, et Amélie avait senti quelque chose se briser en elle ce soir-là, une fissure fine mais profonde dans les fondations de son mariage. Diane continuait à être son unique allié dans cette famille. Elles s'envoyèrent des messages presque quotidiennement maintenant, partagèrent leurs frustrations et leurs petites victoires, et Diane avait fini par confier à Amélie qu'elle aussi cachait quelque chose d'important à ses parents, qu'elle fréquentait quelqu'un dont elle savait qu'il désapprouverait, quelqu'un qui n'appartenait pas à leur cercle social étroit et étouffant. Cette révélation avait encore renforcé leur lien, cette sensation qu'elles étaient 2 prisonnières dans la même prison dorée, cherchant des façons de respirer malgré les barreaux invisibles mais bien réels qui les entouraient. La solitude d'Amélie grandissait de jour en jour malgré son mariage, ou peut-être à cause de lui. Elle se sentait plus seule au milieu de ces dîners familiaux oppressants qu'elle ne l'avait jamais été dans le petit appartement de son enfance où l'amour compensait largement le manque d'argent. Elle travaillait de plus en plus tard, non plus seulement par ambition, mais aussi pour retarder le moment de rentrer dans cet appartement où Édouard l'attendait avec ses remarques et son indifférence, et elle commençait à comprendre lentement, douloureusement, que le prince charmant n'avait peut-être jamais vraiment existé, qu'elle avait simplement vu ce qu'elle voulait voir parce qu'elle avait tellement besoin d'y croire. 3 ans après son mariage, Amélie était devenue chef de projet dans son entreprise, une ascension fulgurante qui témoignait de son talent indéniable et de sa capacité à transformer les idées en campagnes brillantes qui faisaient parler d'elle dans tout le secteur. Elle avait mené une campagne publicitaire pour un nouveau parfum qui avait fait exploser les ventes au-delà de toutes les prévisions. Et le PDG lui-même l'avait convoquée dans son bureau un mardi matin pour la féliciter personnellement, ses yeux pétillants de cette satisfaction qu'ont les hommes d'affaires quand ils réalisent qu'ils ont déniché une pépite. C'est dans ce contexte qu'elle avait rencontré Thomas, le nouveau directeur créatif qui venait d'être embauché, un homme de 32 ans au regard bienveillant et au sourire sincère qui semblait appartenir à un autre univers que celui des Beaumont. Thomas était différent de tous les hommes qu'Amélie côtoyait dans ce milieu, où l'arrogance et la condescendance étaient souvent considérées comme des signes de réussite,
Il écoutait vraiment quand elle parlait, posait des questions pertinentes sur ses idées au lieu de les interrompre pour imposer les siennes, et il la traitait en égal dans toutes leurs interactions professionnelles. Leur première réunion de travail avait révélé une complicité naturelle, une façon similaire d'aborder les problèmes créatifs, et peu à peu, ils avaient commencé à déjeuner ensemble de temps en temps, partageant non seulement des idées professionnelles, mais aussi des fragments de leur vie personnelle. Thomas venait d'un milieu modeste lui aussi, fils d'un mécanicien et d'une institutrice de province. Il avait dû se battre pour chaque opportunité, et il comprenait intimement cette sensation d'être constamment jugé sur ses origines plutôt que sur ses compétences. Amélie se surprenait à comparer de plus en plus souvent les moments passés avec Thomas, où elle se sentait brillante et valorisée, aux soirées avec Édouard, où elle avait l'impression de rétrécir progressivement jusqu'à devenir invisible. Quand elle parlait de ses projets avec Thomas, ses yeux s'illuminaient et il rebondissait sur ses idées en les enrichissant, créant cette dynamique collaborative qui fait naître les meilleures créations. Quand elle parlait de son travail avec Édouard, il soupirait en disant qu'elle était obsédée par sa carrière et qu'elle négligeait ce qui comptait vraiment, c'est-à-dire lui et leurs obligations sociales. Thomas ne franchissait jamais la ligne de l'amitié professionnelle. Il était respectueux et approprié en toutes circonstances, mais sa simple présence dans la vie d'Amélie lui rappelait qu'il existait des hommes capables de voir en elle autre chose qu'un faire-valoir ou un projet à modeler selon leurs désirs. L'opportunité était arrivée un jeudi après-midi, lorsque le PDG avait proposé à Amélie de diriger la nouvelle filiale que l'entreprise ouvrait à Lyon, un poste qui représentait non seulement une promotion significative, mais aussi une reconnaissance éclatante de ses capacités de leadership. C'était le genre d'opportunité dont on rêve toute sa carrière, et Amélie était rentrée chez elle ce soir-là le cœur battant d'excitation, impatiente de partager la nouvelle avec Édouard, espérant peut-être naïvement qu'il serait fier d'elle, qu'il la soutiendrait dans cette étape cruciale. La réaction d'Édouard avait été immédiate et violente. Il avait posé son verre de vin avec un bruit sec et avait dit « Absolument hors de question. Pas de félicitations, pas même une question sur les détails du poste. Juste un refus catégorique, comme si elle lui demandait sa permission au lieu de partager une décision qui concernait sa propre carrière. « Tu es déjà trop souvent absente. Une femme doit être présente pour son mari. » avait-il continué. Et Amélie avait cru avoir mal entendu parce que c'était tellement archaïque, tellement insultant qu'elle ne pouvait pas croire que ces mots sortaient de la bouche de l'homme qu'elle avait épousé. Quand elle avait tenté de discuter, de lui faire comprendre l'importance de cette opportunité pour son développement professionnel, il avait levé les yeux au ciel en disant que sa mère avait raison, qu'elle s'investissait trop dans ce travail et qu'elle négligeait leur couple. Et cette référence constante à Catherine comme autorité morale avait fait déborder le vase de la patience d'Amélie. Elle avait pensé à Thomas, qui aurait été genuinement heureux pour elle, qui aurait probablement proposé de fêter ça avec toute l'équipe, et elle avait réalisé à quel point la comparaison était cruelle et révélatrice. Pour la première fois de sa vie conjugale, Amélie avait dit non. Elle avait refusé de plier, encouragée peut-être par ses conversations avec Thomas qui lui rappelaient sa propre valeur, par ses messages de Diane qui la poussaient à ne pas se laisser écraser, par le souvenir de sa mère qui ne s'était jamais plainte malgré l'adversité. Elle avait accepté la promotion le lendemain matin, et quand elle l'avait annoncé à Édouard ce soir-là, il était devenu quelqu'un qu'elle reconnaissait à peine, froid et méprisant, utilisant exactement le même ton que Catherine utilisait avec elle lors des dîners dominicaux. Il avait commencé à sortir de plus en plus souvent avec ses amis, rentrant tard sans explication, et Amélie avait trouvé par accident des messages sur son téléphone qu'il avait laissés sur la table de la cuisine. Des messages échangés avec une certaine Chloé qui contenaient des sous-entendus qui ne laissaient aucun doute sur la nature de leur relation. Le diagnostic était tombé un mardi matin de mars, brutal et définitif comme un coup près, quand le médecin avait prononcé le mot « cancer » avec cette délicatesse professionnelle qui n'atténuait en rien le choc des syllabes. La mère d'Amélie avait un cancer du sein, à un stade qui nécessitait une intervention chirurgicale rapide suivie de chimiothérapie, et Amélie s'était sentie vaciller dans ce cabinet médical, aux murs blancs trop blancs, où chaque affiche colorée sur les traitements ressemblait à une moquerie cruelle. Sa mère avait gardé son calme habituel, cette dignité qu'elle n'abandonnait jamais même face à l'adversité la plus terrifiante. Mais Amélie avait vu dans ses yeux cette peur qu'elle essayait de dissimuler pour ne pas inquiéter sa fille, et ce renversement des rôles où c'était maintenant à Amélie de la protéger, lui avait brisé le cœur. Les semaines qui avaient suivi avaient été un tourbillon épuisant, où Amélie jonglait entre son nouveau poste exigeant,
les rendez-vous médicaux interminables et une vie conjugale qui se désintégrait à une vitesse alarmante. Édouard montrait une indifférence qui confinait à la cruauté. Il refusait systématiquement de l'accompagner au rendez-vous à l'hôpital, sous prétexte qu'il avait des réunions importantes. Il soupirait quand elle mentionnait l'état de sa mère, et un soir où Amélie pleurait silencieusement dans la cuisine après une journée particulièrement difficile, il avait lâché avec une désinvolture stupéfiante « Ce n'est pas vraiment ma famille, de toute façon », une phrase qui avait détruit quelque chose de fondamental et d'irréparable en Amélie. Catherine avait évidemment son opinion sur la situation, exprimée lors d'un dîner dominical, où Amélie était venue seule parce qu'elle n'avait pas pu se résoudre à laisser sa mère seule à l'hôpital plus longtemps. Elle avait suggéré avec son sourire compréhensif habituel qu'Amélie devrait peut-être prendre un congé de son nouveau poste pour s'occuper convenablement de sa mère, sous-entendant qu'une fille de concierge devait naturellement tout sacrifier pour ses obligations filiales, tandis que sa carrière n'était qu'un caprice qu'elle pouvait abandonner sans conséquence. Amélie n'avait pas répondu. Elle avait simplement souri poliment en serrant si fort sa fourchette que ses jointures étaient devenues blanches, et elle était partie plus tôt que prévu en inventant un malaise qui n'était pas si loin de la vérité. Thomas avait appris la situation par hasard, remarquant qu'Amélie semblait épuisée et préoccupée lors d'une réunion, et quand elle avait fini par lui confier ce qui se passait, il avait proposé immédiatement son aide de la manière la plus respectueuse et la plus humaine possible. Des ajustements d'horaire pour qu'elle puisse être présente aux chimiothérapies, un soutien professionnel pour ne pas la surcharger pendant cette période difficile, et surtout une oreille attentive qui écoutait, vraiment sans juger ni minimiser sa douleur. Il n'y avait rien de romantique dans son aide, juste cette humanité fondamentale qu'Édouard semblait avoir complètement perdue, ou peut-être n'avait jamais vraiment possédée. Diane avait été la seule Beaumont à montrer de la compassion réelle. Elle était venue visiter la mère d'Amélie à l'hôpital plusieurs fois, apportant des livres et des magazines, parlant avec elle de tout et de rien pour la distraire de la maladie, et ses gestes simples touchaient Amélie plus profondément que tous les discours du monde. C'est lors d'une de ces visites, alors qu'elle prenait un café dans la cafétéria de l'hôpital, que Diane avait finalement confirmé ce qu'Amélie savait déjà dans son cœur. « Chloé n'est pas qu'une amie, Amélie. Je suis désolée, mais tu mérites de savoir la vérité. Édouard la voit régulièrement depuis des mois. » Les preuves s'accumulaient maintenant qu'Amélie savait où chercher, des reçus de restaurants qu'ils n'avaient jamais fréquentés ensemble, des parfums inconnus sur ses chemises, des appels tardifs qu'ils prenaient dans une autre pièce, et étrangement, elle se sentait presque soulagée parce que cette trahison confirmait que le problème n'avait jamais été elle, qu'elle n'était pas folle ou trop exigeante comme Édouard le suggérait constamment. Un soir à l'hôpital, alors que sa mère dormait paisiblement après une séance de chimiothérapie particulièrement éprouvante, celle-ci s'était réveillée brièvement et avait pris la main d'Amélie en murmurant « Ma chérie, tu mérites tellement mieux que cet homme et cette famille. Ne reste pas par fierté ou pour leur prouver quelque chose. Tu ne leur dois rien. » Amélie avait pleuré cette nuit-là, libérant des années de frustration et d'humiliation, et le lendemain, elle avait pris rendez-vous avec un avocat spécialisé dans les divorces. Le restaurant était l'un de ces établissements étoilés où chaque détail respirait le luxe calculé. Des nappes en lin immaculé aux couverts en argent massif, alignées avec une précision militaire, et Édouard avait insisté pour organiser cette fête d'anniversaire, malgré les protestations d'Amélie qui aurait préféré quelque chose de plus intime. Elle savait que cette soirée n'était qu'une façade supplémentaire, une mise en scène destinée à maintenir les apparences devant leurs amis et la famille, alors que leur mariage n'était plus qu'une coquille vide remplie de non-dits et de ressentiments accumulés. Catherine présidait la table avec son élégance habituelle, Philippe feuilletait distraitement le menu en évitant soigneusement tout contact visuel prolongé, et Diane lançait à Amélie des regards nerveux qui trahissaient son anxiété croissante à mesure que la soirée avançait. Thomas était présent également, invité en tant que collègue et ami, et sa présence discrète mais rassurante dans ce tableau hostile apportait à Amélie un réconfort dont elle avait désespérément besoin. Chloé n'était évidemment pas là, mais son ombre planait sur la soirée comme un fantôme que tout le monde feignait de ne pas voir. Et Amélie avait surpris plusieurs fois le regard d'Édouard fixé sur son téléphone, avec cette expression que prenaient les gens qui espéraient secrètement être ailleurs. La mère d'Amélie était assise 2 chaises plus loin, dans sa plus belle robe achetée spécialement pour l'occasion, malgré la fatigue qui marquait son visage amaigri par les traitements.
Et elle observait la scène avec cette lucidité tranquille de ceux qui ont traversé trop d'épreuves pour se laisser impressionner par le faste superficiel. Le moment était arrivé après le plat principal, quand Catherine s'était levée lentement en prenant son verre de champagne avec cette théâtralité calculée qu'elle maîtrisait à la perfection. Elle avait attendu que le silence se fasse naturellement autour de la table, savourant visiblement l'attention générale, et son sourire était celui d'un prédateur qui s'apprête à fondre sur une proie sans défense. Édouard avait immédiatement sorti son téléphone pour filmer, ce geste devenu automatique de sa génération qui documentait chaque instant sans jamais vraiment le vivre. Et Amélie avait senti son estomac se nouer en reconnaissant dans les yeux de sa belle-mère cette lueur particulière qui précédait toujours ses attaques les plus vicieuses. « Je voudrais porter un toast », avait dit Catherine de sa voix claire et posée qui portait sans effort dans toute la salle, et les conversations s'étaient tues instantanément parce que Catherine Beaumont commandait l'attention comme d'autres respiraient, naturellement et sans effort apparent. À Amélie pour ses 28 ans. Elle avait marqué une pause théâtrale, son sourire s'élargissant imperceptiblement tandis qu'elle promenait son regard autour de la table pour s'assurer que tout le monde écoutait. À la fille du concierge qui a réussi à épouser quelqu'un de la haute société. Le silence qui avait suivi ces mots avait été si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Un silence chargé de malaise et de stupeur où même les serveurs s'étaient figés dans leurs mouvements. Édouard riait derrière son téléphone, un rire nerveux et complice qui résonnait obscènement dans ce silence. Il riait tellement qu'il avait failli renverser son propre verre de champagne. Et ce rire à lui seul résumait tout ce que leur mariage était devenu, toute la lâcheté et la trahison condensées en quelques secondes de vidéo qu'il continuerait probablement à filmer sans réaliser ce qui allait suivre. Les invités réagissaient diversement, certains baissant les yeux vers leurs assiettes dans un embarras visible, d'autres esquissant des sourires gênés qui ne savaient pas quelle expression adopter, et Thomas la regardait avec une expression horrifiée qui témoignait de son incrédulité face à tant de cruauté gratuite. Mais Amélie ne baissait plus les yeux comme elle l'aurait fait autrefois, quelque chose en elle avait définitivement changé au cours de ces derniers mois de bataille et d'humiliation, et elle regardait maintenant sa mère avec un calme étrange, presque serein. La mère d'Amélie s'était levée lentement, posant sa serviette sur la table avec une dignité qui contrastait violemment avec l'arrogance de Catherine, et dans ses yeux fatigués par la maladie, brillait une détermination que même le cancer n'avait pas réussi à éteindre. Elle avait regardé Catherine directement, sans ciller, sans baisser le regard, et quand elle avait parlé, sa voix était calme, mais chaque mot frappait comme un coup de marteau. Je lui ai tout appris. 3 mots. 3 mots simples qui avaient suffi à changer l'atmosphère de toute la salle, et Catherine était devenue livide, son teint habituellement parfait prenant cette pâleur cireuse des gens qui viennent de recevoir un coup inattendu en plein visage. Elle avait ouvert la bouche pour répliquer, mais aucun son n'en était sorti. Et pour la première fois depuis qu'Amélie la connaissait, Catherine Beaumont semblait avoir perdu le contrôle de la situation, cette maîtrise absolue qu'elle exerçait sur chaque interaction sociale, comme d'autres respiraient. La mère d'Amélie n'avait pas fini. Elle était restée debout, droite malgré la fatigue visible dans ses traits, et elle avait continué d'une voix qui ne tremblait pas. La dignité, le travail, l'honneur, contrairement à vous, Madame Beaumont, qui n'avez rien transmis à votre fils, sinon la lâcheté. Le choc dans l'assemblée était palpable. Certains invités avaient les porté leurs mains à leur bouche dans un geste de stupéfaction involontaire, et même Philippe semblait ébranlé, ses yeux quittant enfin son assiette pour regarder sa femme avec une expression indéchiffrable. Édouard avait arrêté de filmer, son téléphone pendant maintenant mollement dans sa main, la bouche ouverte comme un poisson hors de l'eau qui cherche désespérément de l'oxygène. C'est alors que Diane s'était levée à son tour, la voix tremblante mais déterminée, et elle avait ajouté en regardant sa mère droit dans les yeux « Elle a raison. Et tu le sais parfaitement, maman. Tu as passé des années à détruire tout ce qui ne correspondait pas à ton image parfaite. » Cette double trahison, celle de la mère d'Amélie qui osait lui tenir tête, et celle de sa propre fille qui la désavouait publiquement, avait achevé de faire vaciller l'autorité de Catherine, et Amélie avait profité de ce moment de confusion générale pour se lever calmement, prendre la main de sa mère dans la sienne, et déclarer d'une voix claire qui ne laissait place à aucune discussion « Merci pour cette soirée mémorable, Catherine. Ce sera effectivement la dernière que nous passons ensemble. Je pense que nous avons tous compris que cette famille et moi n'avons plus rien à nous dire. » Elle était sortie du restaurant sans se retourner, sa mère à son bras, et Diane les rejoignant sur le trottoir quelques secondes plus tard,
laissant derrière elle un Édouard pétrifié et une Catherine qui tentait désespérément de reprendre contenance devant des invités médusés. Les jours suivants avaient été un tourbillon d'événements qui s'enchaînaient avec une rapidité vertigineuse, et Amélie avait lancé officiellement la procédure de divorce dès le lundi matin, son avocat présentant un dossier solidement constitué avec toutes les preuves de l'infidélité d'Édouard et de la toxicité de la situation conjugale. La vidéo qu'Édouard avait filmée ce soir-là avait circulé par accident dans un groupe familial élargi, probablement envoyé par erreur dans sa confusion post-humiliation, et maintenant tout Paris savait comment Catherine Beaumont avait insulté publiquement sa belle-fille, et comment elle s'était fait remettre à sa place par une simple concierge malade du cancer, l'ironie de la situation n'échappant à personne. Édouard avait tenté pathétiquement de la reconquérir, oscillant entre des excuses larmoyantes, où il jurait qu'il n'avait jamais voulu la blesser, et des menaces à peine voilées, où il lui rappelait qu'elle n'était rien sans lui et sa famille, que personne ne voudrait d'une divorcée issue de la classe ouvrière. Ces tentatives de manipulation qui auraient ni peut-être fonctionné 3 ans auparavant glissèrent maintenant sur Amélie comme l'eau sur du marbre. Elle avait dépassé ce stade où les mots d'Édouard avaient encore le pouvoir de l'atteindre. Catherine avait même fait une démarche désespérée, se présentant à l'appartement d'Amélie avec une proposition indécente. Elle offrait 50 000 € pour qu'Amélie disparaisse discrètement sans faire de scandale, pour qu'elle signe un accord de confidentialité et qu'elle épargne à la famille Beaumont l'humiliation publique d'un divorce médiatisé. Amélie avait refusé sans une seconde d'hésitation. Elle ne voulait rien de leur argent souillé. Elle voulait simplement sa liberté et sa dignité retrouvées. Diane avait témoigné officiellement en faveur d'Amélie devant l'avocat, révélant des années de manipulation émotionnelle et de contrôle toxique que Catherine exerçait sur toute la famille, brisant ainsi l'omerta qui avait protégé les Beaumont pendant des décennies. Thomas avait offert son soutien avec cette discrétion et ce respect qui le caractérisait, jamais intrusif, toujours présent quand elle en avait besoin. Et Amélie réalisait combien il était précieux d'avoir quelqu'un qui vous traitait simplement en égal sans arrière-pensée. Le divorce avait été prononcé rapidement, Amélie ne demandant rien financièrement aux Beaumont, hormis sa liberté totale et immédiate, et elle avait déménagé avec sa mère dans un appartement modeste mais lumineux où elle retrouvait cette simplicité qu'elle n'aurait jamais dû abandonner. 1 an s'était écoulé depuis cette soirée d'anniversaire qui avait tout changé, et Amélie se tenait maintenant devant une salle de conférence remplie d'étudiantes de son ancienne école de commerce, jeunes femmes aux yeux brillants d'ambition et d'inquiétude, mêlées qui la regardaient comme si elle détenait les clés d'un royaume auquel elles aspiraient secrètement. Elle portait un tailleur élégant qu'elle avait choisi elle-même sans l'avis de personne. Ses cheveux détachés tombaient librement sur ses épaules, et dans son regard brillait cette confiance tranquille de ceux qui ont traversé l'enfer et en sont ressortis plus forts, plus entiers, plus vivants. Sa mère était assise au premier rang, les cheveux repoussant doucement après les chimios, le sourire radieux de celle qui voit enfin sa fille s'épanouir pleinement, et quand leurs regards se croisaient, Amélie sentait cette connexion profonde qui avait toujours été le fil conducteur de sa vie, l'amour inconditionnel qui ne demandait rien en échange, sinon d'être soi-même. Elle était directrice régionale maintenant, un poste qu'elle avait obtenu uniquement grâce à son mérite et à son talent enfin pleinement reconnu, et son bureau dans le 15e arrondissement surplombait Paris avec cette vue qui lui rappelait chaque matin combien le chemin parcouru avait été long et difficile, mais tellement valable. L'appartement qu'elle avait acheté avec ses propres économies n'était pas immense, mais il était rempli de lumière naturelle, de plantes vertes qu'elle arrosait religieusement chaque dimanche, de photos de sa mère et d'elle prises lors de moments authentiques où elle riait sans retenue. Et chaque objet dans cet espace lui appartenait vraiment, choisi par elle et pour elle, sans le poids du jugement constant qu'elle avait supporté pendant 3 longues années. Diane était devenue bien plus qu'une alliée. Elle était maintenant une véritable amie, presque une sœur de cœur, et elles déjeunaient ensemble chaque semaine dans de petits restaurants qu'elles découvraient au hasard de leurs promenades, partageant leur vie libérée du poids toxique de la famille Beaumont. Diane avait finalement trouvé le courage de présenter sa compagne à Philippe, qui, étonnamment, avait réagi avec une ouverture d'esprit que personne n'attendait de lui. Et Catherine se retrouvait isolée dans son appartement de l'avenue Foch, son autorité effondrée et son empire social fissuré par les ragots qui circulaient encore sur cette fameuse soirée d'anniversaire devenue légendaire dans leur cercle. Thomas et Amélie s'étaient rapprochés naturellement au fil des mois, sans précipitation ni pression, juste cette évolution douce et évidente de 2 personnes qui se découvraient progressivement et s'appréciaient,
pour ce qu'elles étaient vraiment. Leur café après le travail s'était transformé en dîner le week-end, leurs conversations professionnelles avaient laissé place à des échanges plus intimes sur leurs rêves et leurs peurs. Et le premier baiser était arrivé 6 mois après le divorce, doux et naturel comme une promesse longtemps attendue. Il la faisait rire avec cette légèreté qu'elle avait oubliée pendant ses années avec Édouard. Il la challengeait intellectuellement sans jamais la rabaisser, et surtout il la respectait profondément dans cette égalité parfaite que devraient avoir tous les couples, mais que si peu atteignent réellement. Dans cette salle de conférence, Amélie parlait de résilience sans jamais utiliser le mot. Elle racontait son histoire sans apitoiement ni amertume. Elle encourageait ces jeunes femmes à ne jamais accepter qu'on les diminue sous prétexte qu'elles venaient d'ailleurs, ou qu'elles n'avaient pas les bons codes. Sa mère pleurait doucement de fierté, essuyant discrètement ses larmes avec un mouchoir froissé. Et Amélie réalisait que tout ce qu'elle avait construit, elle le devait à cette femme extraordinaire qui lui avait appris que la dignité ne se négocie jamais. L'épilogue était arrivé par hasard 3 semaines plus tôt, quand Amélie avait croisé Édouard dans une rue du Marais, et elle avait à peine reconnu cet homme qui avait vieilli prématurément, les épaules voûtées et le regard fuyant de ceux qui portent le poids de leurs erreurs. Il avait tenté une approche maladroite, des excuses tardives qui sonnaient creux et pathétiques, mais Amélie l'avait regardé avec une compassion détachée, sans haine mais sans le moindre regret, et elle lui avait dit simplement « Je te souhaite sincèrement de trouver ton chemin, Édouard. Le mien est tracé, et il est lumineux. » Elle s'était éloignée sans se retourner, rejoignant Thomas qui l'attendait au coin de la rue avec 2 cafés et ce sourire chaleureux qui illuminait ses matins, et elle avait réalisé en marchant à ses côtés qu'elle n'avait jamais été aussi libre, aussi forte, aussi pleinement elle-même que dans cet instant précis où elle n'avait plus rien à prouver à personne sinon à elle-même. Parfois, le plus grand acte de courage n'est pas de rester, mais de partir et de se reconstruire. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place d'Amélie? Auriez-vous eu le courage de dire non plus tôt, ou fallait-il ce moment pour tout changer? Partagez votre opinion en commentaire. Merci d'avoir écouté l'histoire d'Amélie.